Bonjour, bienvenue à Nouveau Regard, je suis Laure Grandbois. Comme vous le savez, depuis le début de sa présidence, les médias grand public ont le plus souvent occulté les réussites de Donald Trump, l'ont diabolisé et dénigré. Aujourd'hui, en cette période de fin d'année, nous souhaitons souligner 5 accomplissements qu'il a réalisés au cours des 4 années de sa présidence. Cette volonté vient du fait que nous croyons que cette couverture médiatique n'est pas le reflet de la réalité et tenterons de vous en convaincre. Donc commençons. Premier accomplissement. L'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée depuis l'arrivée de Donald Trump et s'est montrée résiliente face à la pandémie. Le président a dit à maintes reprises vouloir rendre à l'Amérique sa grandeur, Make America Great Again. Avant les élections de novembre 2016, plusieurs économistes, analystes géopolitiques et investisseurs ont déclaré que si Trump était élu, l'économie des États-Unis et l'économie mondiale s'effondreraient et que la victoire de Trump pourrait avoir le même effet sur les marchés mondiaux que celui qu'a eu le Brexit sur les marchés britanniques. Larry Summers, économiste en chef des anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama, a dit « Sous Trump, je m'attends à ce qu'une récession prolongée commence dans les prochains 18 mois. » Fin de citation. L'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, Eric Zezevitz, avait averti « Si Trump gagne, nous devrons nous attendre à une forte baisse des bénéfices futurs attendus pour un large éventail d'actions et un probable crash des marchés en général. » Fin de citation. Enfin, en 2016, un article éditorial du Washington Post titrait « Un président Trump pourrait détruire l'économie mondiale ». Quel était le programme du candidat à la présidence? M. Trump avait déclaré vouloir réduire les impôts sur le revenu, en particulier chez les Américains de classe moyenne et les entreprises, réduire massivement la réglementation pour restaurer la compétitivité mondiale des entreprises américaines, renégocier les accords commerciaux internationaux et appliquer des droits de douane contre la Chine et d'autres partenaires commerciaux pour rapatrier les emplois et la richesse aux États-Unis, relancer la production nationale d'énergie, mettre fin à l'évasion fiscale, en particulier du côté de Wall Street et des gens les plus aisés, abroger l'Obamacare, reconstruire l'armée et développer les infrastructures. Quels ont été les résultats? Le scénario catastrophique que les économistes avaient prédit ne semble pas s'être produit. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, de 2017 à 2019, les États-Unis ont eu le taux de croissance du PIB le plus élevé parmi les pays du G7, avec une croissance plus de 2 fois supérieure à la moyenne. Selon le département du travail américain, juste avant la pandémie, en janvier 2020, 61,2% des adultes américains avaient un emploi, ce qui représentait la proportion la plus élevée observée depuis novembre 2008. Le taux de chômage est passé de 4,8% en début d'année 2017 à 3,5% en février 2020, soit le taux de chômage le plus bas observé depuis 50 ans. Les salaires auraient aussi augmenté, en particulier au sein de la population ayant les revenus les plus faibles. Selon la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs, de 2016 à 2019, la plus forte croissance des revenus s'est produite dans les ménages aux tranches de revenus les 20% les plus faibles et a été de 34,3%. Il est vrai qu'après la récession des années 2008-2009, l'économie américaine sous l'ère Obama a connu une croissance et donc le président Trump a hérité en 2016 d'une économie forte. Toutefois, le crash prédit ne s'est pas produit. Pendant et après la pandémie, l'économie américaine s'est également montrée résiliente. Au cours du premier trimestre de 2020, les États-Unis ont connu la contraction économique la moins sévère de toutes les grandes économies occidentales, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Toutefois, les mesures de confinement ont plongé l'économie américaine du deuxième trimestre de 2020 dans la contraction la plus sévère jamais enregistrée. Comme dans d'autres pays du monde, des mesures ont été mises en place par l'administration Trump pour soutenir les travailleurs et les familles américaines. Au troisième trimestre de 2020, le PIB réel a augmenté de 7,4%, soit un taux annualisé de 33,1%.
Il s'agirait d'un bond qui est presque le double du précédent record enregistré, qui avait été établi en 1950 et où le PIB réel avait augmenté de 3,9% ou 16,7% en taux annuel selon le Bureau d'analyse économique. Grâce à cette croissance historique du troisième trimestre, les États-Unis auraient récupéré en un seul trimestre les 2 tiers de la production économique perdue en raison de la pandémie au cours du premier trimestre, ce qui serait 4 fois plus rapide que la reprise de la production économique perdue après la récession de 2008-2009. Enfin, depuis avril 2020, les États-Unis auraient récupéré 11,4 millions d'emplois, soit plus de la moitié des emplois perdus en raison du confinement, et l'activité commerciale serait à son plus haut niveau depuis 20 mois. Deuxième accomplissement, le président Trump a joué un rôle important pour pacifier la région du Moyen-Orient. Nous avons tous constaté que le président Trump mène une politique étrangère avec un style diplomatique qui défie toutes les conventions. Pourtant, dans certains cas, elle semble avoir porté fruit. Au Proche-Orient, l'armée américaine, en collaboration avec des partenaires de la coalition et des forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, ont rapidement dissous l'État islamique de sorte qu'il a perdu 99,5% de son territoire dans la région du Moyen-Euphrate et a été complètement neutralisé. Après le démantèlement de l'État islamique, les États-Unis ont rapidement retiré 2000 soldats américains de la Syrie, car selon le président, ce conflit ne pouvait pas être résolu par une intervention extérieure, mais exigeait la participation de la communauté musulmane. Cela est le reflet du virage dans la politique de guerre des États-Unis par l'administration Trump. Car les États-Unis auraient dépensé 6 billions de dollars américains dans les guerres de l'après 11 septembre, selon l'Institut Watson des affaires internationales et publiques. Or, le président Trump a ouvertement déclaré vouloir retirer l'armée américaine des principaux champs de bataille à l'étranger et s'est engagé à mettre un terme aux guerres sans fin, fin de citation, de l'Amérique. Notons également que le président Trump est le seul président américain à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres ou impliqué les États-Unis dans une guerre depuis le président Jimmy Carter en 1981. Alors que le Moyen-Orient est marqué par des tensions et des conflits depuis des décennies, le président Trump a contribué à pacifier la région. Comment s'est-il pris? Au début de sa présidence, le président Trump a déclaré publiquement son soutien à Israël, notamment en déménageant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant ainsi Jérusalem comme capitale d'Israël. Également, plutôt que de se vouer à résoudre l'épineux conflit israélo-palestinien dont plusieurs estiment être la clé de la pacification du Proche-Orient, le président Trump a concentré ses efforts sur l'Iran. L'Iran des Mollahs a déclaré vouloir éradiquer Israël et détruire l'Amérique, mais est également en conflit avec plusieurs pays arabes et est un élément déstabilisateur de la région. Selon un article éditorial du colonel à la retraite de la réserve militaire américaine Austin Bay, qui est également chroniqueur et professeur de théorie stratégique à l'Université du Texas, l'Iran utilise également Gaza, la Cisjordanie et le Liban comme marionnettes pour s'en prendre à Israël. L'Iran mènerait une guerre secrète contre le Bahreïn, l'Irak et le Koweït et mène une guerre ouverte contre l'Arabie saoudite par le biais du Yémen et l'attaque de drones. L'Iran serait donc un ennemi commun des pays arabes et d'Israël. Le président Trump a également compris qu'il est impossible d'apaiser l'Iran, mais seulement possible de le contenir. C'est ainsi qu'en 2018, le président Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, également appelé Plan d'action global conjoint, mis en place par son prédécesseur Obama, sous prétexte que l'accord était trop laxiste. L'accord a été signé en 2015 par les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Il exigeait que l'Iran reporte sa capacité de construire une arme nucléaire jusqu'en 2026 en échange d'un allègement des sanctions. En réalité, le lever des sanctions avait permis à l'Iran de s'enrichir et d'approvisionner en armes notamment les groupes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites, de construire des missiles et d'autres armes avancées et d'alimenter la guerre civile en Syrie.
Après être sortie de l'accord, l'administration Trump a imposé des sanctions très sévères à l'Iran, exerçant une pression économique maximale sur le pays, coupant ses exportations de pétrole et la privant de ses principales sources de revenus. Le président Trump a favorisé la normalisation des relations entre plusieurs pays arabes et Israël. Par exemple, il a joué un rôle positif dans la signature d'un accord entre Israël et les Émirats arabes unis. Peu après, des accords de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Bahreïn, entre Israël et le Soudan et entre Israël et le Maroc furent également conclus. La conclusion de ces accords est favorable à la création d'un climat de coopération et de prospérité dans la région. Selon l'auteur Thomas Del Beccaro, dans un éditorial, le fait que des pays du Moyen-Orient ont signé un accord avec Israël est une façon de signifier qu'ils ne veulent pas de l'Iran. Mais également, le fait que les accords aient tous été signés juste avant les élections américaines serait aussi une manière de signifier qu'ils soutiennent la politique du président Trump plutôt que celle de Joe Biden et de Kamala Harris, car tous les deux ont déclaré vouloir que les États-Unis réintègrent l'accord avec l'Iran. Les efforts de pacification du président Trump ont également été soulignés ailleurs dans le monde. Le 18 septembre dernier, le président du Kosovo, Hashim Thaçi, a décerné un ordre de la liberté au président Trump pour sa contribution exceptionnelle à la liberté du Kosovo et au renforcement de la paix et de la réconciliation dans la région. Fin de citation. Car le président Trump a travaillé à normaliser les relations entre le Kosovo et la Serbie, les deux pays ayant signé un accord de normalisation économique à la Maison-Blanche 2 semaines auparavant. Des professeurs et législateurs de différents pays, dont l'Australie, la Norvège et la Suède, ont également proposé la candidature du président Trump pour le prix Nobel de la paix pour ses efforts de pacification au Kosovo et au Moyen-Orient. En février 2019, le premier ministre japonais Shinzo Abe avait envoyé une lettre au président Trump l'informant qu'il l'avait également nominé pour le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à pacifier la Corée du Nord. En juin de la même année, le président Trump est devenu le premier président américain à mettre les pieds en Corée du Nord en rencontrant le dirigeant Kim Jong-un. À la fin de sa présidence, M. Obama avait identifié la Corée du Nord comme la menace numéro 1 des États-Unis. Bien que depuis plus d'1 an, les négociations entre la Corée du Nord et les États-Unis soient dans une impasse, les tensions entre les deux pays ont diminué. Troisième accomplissement, le président Trump défend la démocratie en tenant tête à la Chine et en défendant Taïwan et Hong Kong. Tout le monde sait que le président Trump a déclaré la guerre à la Chine dans les domaines du commerce, de l'économie, de la technologie, de la diplomatie, des droits humains, etc. Voici quelques exemples d'actions menées au cours des dernières années par l'administration Trump. Les États-Unis ont placé des centaines d'entreprises chinoises et entités gouvernementales, dont Huawei et 414 de ses affiliés, sur une liste des entités du département du commerce et exigent des entreprises américaines qu'elles obtiennent un permis spécial pour faire affaire avec elles. Cette liste inclut également des entreprises chinoises qui ont des liens avec l'armée chinoise ou qui violent les droits humains. En juin, la Commission fédérale des communications a désigné Huawei et ZTE comme des menaces de la sécurité nationale, car puisqu'elles sont assujetties à la loi chinoise, elles sont obligées de coopérer avec les agences de renseignement du régime communiste. En août, la Maison-Blanche a décrété que WeChat et TikTok doivent être bannis des États-Unis s'ils ne sont pas vendus par leurs propriétaires chinois. Les États-Unis ont également imposé de nouvelles règles d'exportation à la Chine. En mai, les États-Unis ont interdit Huawei d'acheter des semi-conducteurs provenant de fabricants mondiaux qui utilisent la technologie américaine. Cette action a bloqué l'approvisionnement à Huawei et a colmaté une brèche exploitée par la compagnie après avoir été sanctionnée par Washington l'année précédente. En septembre, Washington a imposé des restrictions d'exportation aux plus grands fabricants de puces chinoises, Semiconductor Manufacturing International Corp. Et ses filiales en raison d'inquiétudes concernant ses liens avec l'armée chinoise. Les sociétés américaines doivent obtenir un permis pour exporter certains produits à la compagnie. Les États-Unis se sont aussi attaqués à l'espionnage chinois, notamment en fermant le consulat chinois de Houston.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a accusé l'enceinte d'être une plaque tournante pour l'espionnage et le vol de propriété intellectuelle. Plusieurs arrestations pour raison d'espionnage chinois ont également eu lieu. Par exemple, l'arrestation d'un policier de New York accusé d'espionner pour le compte du consulat chinois, un chercheur de l'Université de Californie à Los Angeles accusé d'avoir détruit un disque dur pour faire obstruction à une enquête du FBI visant à déterminer s'il a transféré des informations sensibles à la Chine, un ex-agent de la CIA arrêté pour avoir espionné pour la Chine pendant une décennie, un chercheur de la NASA arrêté accusé de dissimuler son financement par la Chine, un ex-titulaire du département de chimie de l'Université de Harvard accusé de faire de fausses déclarations sur le financement qu'il a reçu de la Chine. Les cas d'espionnage chinois sont si nombreux que, selon le directeur du FBI, Christopher Wray, l'agence ouvre une nouvelle enquête de contre-ingérence chinoise toutes les 10 heures. Les États-Unis ont également ciblé les membres du Parti communiste chinois. Pour des raisons de sécurité nationale, Washington interdit maintenant quiconque est ou a été un membre ou affilié au Parti communiste ou à tout autre parti totalitaire d'immigrer aux États-Unis, avec 2 catégories d'exception, soit l'adhésion involontaire et l'adhésion passée. En septembre 2020, les autorités américaines ont révoqué plus de 1000 visas de citoyens chinois ayant des liens avec l'armée chinoise à la suite d'une proclamation qui vise à limiter la capacité de Pékin à utiliser les étudiants et les chercheurs chinois pour voler la technologie, la propriété intellectuelle et l'information américaine. Washington a annoncé en août une proposition visant à radier la société chinoise des marchés boursiers américains si elle n'arrive pas à se conformer aux lois sur les valeurs mobilières et aux exigences de protection des investisseurs. Enfin, les États-Unis ont désigné 9 médias officiels chinois comme des missions étrangères et des organes de propagande du Parti communiste chinois. Ils ont également qualifié les instituts Confucius de missions étrangères du Parti communiste chinois et le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré espérer que les instituts Confucius disparaissent des campus universitaires américains d'ici la fin de l'année. Les États-Unis ont également fortement soutenu Taïwan et Hong Kong. En réponse à la mise en œuvre par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale pour la ville de Hong Kong, qui a conduit à l'intensification du contrôle autoritaire sur la ville, le président Trump a sanctionné le leader de Hong Kong, Carrie Lam, et 14 dirigeants chinois, dont le secrétaire à la sécurité et les secrétaires à la justice, accusés d'avoir favorisé la répression politique dans le territoire autonome de Hong Kong et subverti l'indépendance de la ville. Les sanctions comprennent un gel de tous les avoirs américains que ces fonctionnaires possèdent et une interdiction à l'ensemble des Américains de faire affaire avec eux. Le 7 décembre, la Chambre des représentants des États-Unis a également adopté un projet de loi qui offrirait un refuge temporaire aux Hongkongais aux États-Unis. L'administration Trump a également resserré les liens avec Taïwan. Au cours des derniers mois, 2 hauts fonctionnaires américains se sont rendus à Taïwan, soit une première depuis 1979, année où les États-Unis ont rompu les relations diplomatiques avec l'île. Les États-Unis aident également Taïwan à accroître ses capacités de défense, notamment par l'acquisition de missiles et d'avions de chasse, dans un contexte où la Chine multiplie les exercices de tir et fait voler des avions de guerre à travers les lignes médianes du détroit de Taïwan. Les États-Unis ont également augmenté la fréquence des passages des navires de la marine américaine dans le détroit de Taïwan et ont mis en place un bureau de représentation sur l'île. Enfin, l'administration Trump a également milité en faveur de l'intégration de l'île dans les instances internationales, notamment à l'OMS, dans un contexte où le pays s'est très bien tiré de la pandémie malgré sa proximité géographique avec la Chine. 4e accomplissement, l'administration Trump fait de la lutte au trafic humain une priorité. Le président Trump a déclaré vouloir faire de la lutte contre la traite des êtres humains une priorité de son administration. Il a déclaré que la situation du trafic humain est aujourd'hui pire que dans tout autre moment de l'histoire. En effet, selon un rapport de 2018 du Global Slavery Index de la Walk Free Foundation, 40 millions de personnes vivraient une forme d'esclavage moderne dans le monde actuellement. Il s'agirait d'un chiffre environ 4 fois plus élevé que le nombre d'esclaves qui ont fait l'objet de la traite transatlantique en l'espace de 300 ans. Les formes d'esclavage modernes incluraient le travail forcé,
l'exploitation sexuelle et les mariages forcés et l'exploitation de servitudes domestiques. De ces personnes, 71% seraient des femmes et des filles, selon le Global Slavery Index. Aux États-Unis, environ une personne sur 800 vivrait une situation d'esclavage moderne. En Corée du Nord, ce serait une personne sur 10. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail forcé et la traite des êtres humains représentent une industrie mondiale estimée à 150 milliards de dollars. En février 2017, le président a signé un décret sur l'application de la loi fédérale relative aux organisations criminelles transnationales et à la prévention du trafic international. Le président a également proclamé le mois de janvier 2018 mois de la prévention de l'esclavage et de la traite des êtres humains. En avril 2018, les États-Unis ont adopté un projet de loi mettant fin à la protection des opérateurs de sites Web qui facilitent la diffusion de publicités à caractère sexuel ou de prostitution. Depuis des années, les opérateurs de ces sites Web sont à l'abri des poursuites judiciaires par le biais d'une clause de la loi sur la décence en matière de communication, sous prétexte que ces derniers ne sont pas responsables du contenu publié par leurs utilisateurs. La loi tient désormais les propriétaires des sites Web responsables des publications des utilisateurs qui facilitent la traite d'êtres humains. Peu après, le FBI a fermé le plus grand portail Web de traite des êtres humains aux États-Unis, appelé Backpage.com. Backpage avait des filiales partout aux États-Unis et dans 96 pays. Son chiffre d'affaires aurait été de 135 millions de dollars par année. 7 dirigeants d'entreprises ont été arrêtés et inculpés de 93 chefs d'accusation, dont celui de faciliter la prostitution et le blanchiment d'argent. Certaines victimes auraient même été tuées. Selon le Centre national pour les enfants disparus et exploités, une grande part de l'augmentation du nombre de signalements de traite d'enfants présumés, soit 846% entre 2010 et 2015, est attribuable à l'usage du Web. En février 2019, le président a signé un décret visant à identifier, interdire, perturber et démanteler les organisations criminelles transnationales qui se livrent à la traite des êtres humains. En janvier 2020, le président a signé un autre décret visant à combattre la traite des êtres humains et l'exploitation des enfants en ligne aux États-Unis et prévoyant notamment la création d'un nouveau poste à la Maison-Blanche entièrement dédié à cette tâche. En tout, le président a signé 9 textes de loi visant à lutter contre la traite des êtres humains. Il a déclaré que son gouvernement était engagé à 100% à éradiquer la traite des êtres humains sur la planète. Le président a également soutenu à hauteur de 100 millions de dollars le financement des services et des programmes de lutte contre la traite des êtres humains et d'aide aux victimes aux États-Unis, permettant aux autorités compétentes de poursuivre les trafiquants et les acheteurs, de supprimer la pornographie infantile sur le Web et d'offrir des possibilités de logement pour les victimes. Selon le Global Slavery Index, les États-Unis occupent la 2e place dans l'indice de réponse du gouvernement après les Pays-Bas et devant le Royaume-Uni. 5e accomplissement, le président Trump soutient la liberté religieuse dans le monde. La loi sur la liberté religieuse internationale, adoptée par le Congrès en 1998, a cherché à faire de la liberté religieuse une priorité de la politique étrangère américaine, notamment en créant des institutions gouvernementales chargées de son application, en exigeant le suivi et le signalement des violations de la liberté religieuse et en imposant des conséquences aux pires contrevenants. Elle prévoit également que le président délègue ce pouvoir au secrétaire d'État, qui est tenu de désigner les pires violateurs de la liberté religieuse dans le monde et prenne des mesures conséquentes en réponse à ces violations. Selon l'ambassadeur américain sur la liberté religieuse Sam Brownback, 80% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté de religion est fortement restreinte et ce droit humain universel serait l'un des enjeux majeurs de notre époque. Selon Kelly Shackelford, président et conseiller juridique en chef du First Liberty Institute, le plus grand cabinet d'avocats américains qui se consacre exclusivement à la protection de la liberté religieuse, le président Trump a fait plus que tout autre président pour protéger ce droit. En septembre 2019, à la 64e Assemblée générale des Nations unies, il a notamment été le premier dirigeant à appeler les pays à mettre fin aux persécutions religieuses dans le monde. Et le 2 juin 2020,
il a signé un décret pour promouvoir la liberté religieuse internationale. Dans une déclaration du 27 octobre 2020, le secrétaire d'État Mike Pompeo déclarait « La liberté religieuse et les autres thèmes de la dignité humaine sont et resteront toujours une priorité essentielle de la politique étrangère américaine. » M. Pompeo a identifié la Chine, l'Iran et la Corée du Nord comme les pays portant les plus grandes atteintes à la liberté religieuse, soulignant qu'en Chine, toute forme de foi ne s'alignant pas avec la doctrine du Parti communiste est persécutée. Selon M. Brownback, le régime iranien persécuterait d'innombrables minorités religieuses, dont les chrétiens, les juifs, les zoroastriens, les musulmans sunnites et soufis, qui seraient victimes de discrimination, de harcèlement et d'emprisonnement. En Chine, le Parti communiste chinois persécute notamment les musulmans ouïghours de la région du Xinjiang, les bouddhistes tibétains, les chrétiens de maison et les pratiquants de Falun Gong, ces derniers faisant même l'objet de prélèvements forcés d'organes voués à alimenter le commerce lucratif de la transplantation d'organes, un système qui serait même sanctionné par l'État. Selon le commissaire de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Gary Bauer, la Chine serait le pays qui commet le plus d'abus en matière de liberté religieuse au monde. Selon M. Brownback, les campagnes de persécution successives du Parti communiste chinois contre les minorités religieuses ne se limitent pas aux camps de concentration ou de travail forcé, mais prennent aussi la forme de surveillance numérique. Un rapport publié par la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale cite notamment les technologies de reconnaissance faciale développées par le Parti communiste chinois et qui a visé à construire son état de surveillance de masse. Cette technologie aurait également proliféré dans plus de 100 pays et dans certains cas pour surveiller des dissidents politiques. L'administration Trump a imposé des sanctions ciblées contre les dirigeants chinois et iraniens responsables de graves violations de liberté religieuse, notamment contre des dirigeants chinois et un groupe de construction paramilitaire responsable de violations des droits de l'homme au Xinjiang. Le 10 décembre, le secrétaire d'État Mike Pompeo a sanctionné un fonctionnaire chinois pour sa participation à des violations flagrantes des droits de l'homme contre les pratiquants du Falun Gong, lui interdisant l'entrée aux États-Unis ainsi qu'à sa femme. Le 21 décembre dernier, une mise à jour de la loi sur la politique et le soutien au Tibet autoriserait le recours à la loi américaine Magnitsky pour punir les dirigeants chinois qui interfèrent avec l'identification du futur Dalai Lama en leur refusant le visa et en bloquant leur avoir basé aux États-Unis. Ce sont là quelques bons coups de l'administration Trump parmi tant d'autres. Comme nous pouvons le constater, le président Trump a fait beaucoup d'efforts pour protéger son propre peuple, mais aussi pour protéger les droits de l'homme ailleurs dans le monde, pacifier les régions aux prises avec des conflits et promouvoir la dignité humaine, la liberté et la démocratie. Par cette vidéo, nous espérons avoir contribué à changer l'image négative que les médias grand public peignent depuis des années du président Trump. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la mention « J'aime », la partager et vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions grandement de votre attention et nous vous souhaitons une très bonne nouvelle année 2021 avec beaucoup de paix et de sérénité.